5 semaines tout juste avant le scrutin européen. Bonjour à tous, Dimanche en politique crée l'événement ce matin en réunissant 6 candidats de Bourgogne-Franche-Comté aux élections européennes du 26 mai. Je vous précise d'emblée qu'il s'agit d'un premier débat, il y en aura d'autres sur votre chaîne régionale avec d'autres candidats, d'autres formations politiques. Vous comprendrez aisément qu'il nous est matériellement impossible de réunir une douzaine de candidats sur ce plateau, mais soyez sûrs que nous donnerons la parole au maximum de représentants politiques au cours de cette campagne des européennes dans le respect des règles qui nous sont imposées par le CSA, à savoir l'équité des temps de parole. Nos candidats ce matin, je vous les présente tout de suite. D'abord Christophe Grudler, vous êtes candidat de la liste Renaissance, liste menée par Nathalie Loiseau. C'est la liste de la République en marche. Vous faites partie du MoDem de François Bayrou, associé donc au parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Vous êtes 20e sur cette liste. Également sur ce plateau, Jacques Riccardetti, candidat du Rassemblement national de Marine Le Pen. Votre liste est menée par Jordan Bardella. Vous êtes 49e sur la liste aux européennes. Également avec nous Laurence Lyonnais de la France Insoumise, candidate de la liste L'Avenir en commun en Europe aussi, liste menée par Manon Aubry. Vous représentez donc la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes 11e sur la liste aux européennes. Anna Maillard, candidate de la liste Europe Écologie Les Verts menée par Yannick Jadot. Vous êtes 38e sur cette liste. Marc Mantovani de Debout la France, candidat de la liste Les Amoureux de la France menée par Nicolas Dupont-Aignan. Vous serez 29e sur la liste proposée aux électeurs. Et puis Didier Klein, candidat de la liste Les Européens UDI de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, donc l'Union des démocrates et indépendants. Vous êtes vous aussi 29e sur votre liste. Bonjour à tous les 6. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme d'habitude, vous aussi, devant votre télévision, vous pouvez commenter l'émission, y participer sur les réseaux sociaux avec le mot dièse qui s'affiche, Dimpol BFC comme Dimanche en politique Franche-Comté. Alors, madame, messieurs, au cours de l'heure qui vient, nous allons débattre de la politique européenne en matière d'industrie, en matière de transition énergétique et écologique. Nous parlerons également des services publics. Mais d'abord, je vous propose une quarantaine de secondes à chacune pour vous présenter, nous dire pourquoi vous êtes candidat. Et le tirage au sort a désigné pour commencer Marc Mantovani. Dites-nous pourquoi vous êtes candidat et qui vous êtes. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis candidat de Haute-Saône, parce que Nicolas Dupont-Aignan souhaitait qu'il y ait quelqu'un des territoires abandonnés. Et je suis candidat pour défendre 2 idées essentielles qui sont défendues par Nicolas Dupont-Aignan. La première, c'est rendre aux nations leur souveraineté. Et la deuxième, c'est de travailler avec cette Europe qui est aujourd'hui en panne et qui ne fonctionne pas, avec des projets concernant l'industrie, l'environnement, la médecine et les technologies de demain, qui sont très importantes pour les futurs métiers qui vont apparaître. On va en reparler, j'imagine, au cours de ce débat. Anna Maillard, c'est à vous. Pourquoi vous êtes candidate et qui êtes-vous ? Alors, je suis née à Belfort et je vis toujours dans le Nord-Franche-Comté. Je suis venue avec une mauvaise nouvelle. Le dérèglement climatique nous met tous en danger, mais je suis venue aussi avec une bonne nouvelle. L'Europe est le bon périmètre pour préparer notre avenir à tous. Je suis candidate pour porter un projet de refonte de l'Europe, pour une Europe écologique, sociale et solidaire. Christophe Grudler, c'est à vous. Eh bien, je suis candidat parce que je crois à une Europe qui améliore le quotidien des gens. Je suis candidat parce que je crois à une Europe qui protège au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental, au niveau fiscal. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels l'Europe peut nous protéger et doit nous protéger. Je suis ensuite candidat parce que je crois en cette liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau qui associe les compétences. Et je suis candidat enfin parce que je crois qu'il faut qu'il y ait demain un député européen originaire de Franche-Comté pour porter les dossiers de la région au niveau de Strasbourg. Je pense notamment aux dossiers industriels, aux dossiers agroalimentaires, voire à nos relations avec la Suisse. S'il y a quelqu'un du terroir, c'est quand même mieux pour porter nos dossiers. Laurence Lyonnais, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidate ? Bonjour, moi je viens de Frasnes, dans le Haut-Doubs, et donc je suis candidate sur cette liste. Notre liste a des candidats dans toutes les régions de France, évidemment, et dans les DOM-TOM aussi. Et je porte particulièrement les questions de la ruralité,
les questions agricoles et les questions d'accès aux services publics dans cette liste. Donc maintenant le peuple, puisque nous avons un regroupement européen pour porter la voix de l'insoumission face aux traités européens qui ne permettent pas aujourd'hui de conduire des politiques sociales, environnementales à la hauteur des enjeux et surtout des traités européens qui nous conduisent dans l'impasse démocratique avec un déni de la souveraineté populaire tel qu'on l'a vécu avec le non au traité constitutionnel en 2005. J'étais déjà de cette mobilisation-là. Donc on continue maintenant. Didier Klein, à votre tour de vous présenter. Didier Klein, donc maire de Taillecourt et vice-président d'agglomération à Pays de Montbéliard Agglomération. Et donc, moi, j'ai en charge l'industrie, donc c'est un des domaines importants pour moi au niveau européen. Et quand l'UDI m'a demandé de participer à cette liste européenne, j'ai foncé à l'intérieur pour remonter les informations du terrain. Et donc, ma participation dans cette Europe du futur, c'est de participer, d'allier les compétences que l'on pourra faire avec mes collègues de l'UDI. Et le dernier à se présenter, c'est Jacques Riccardetti. Bonjour. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat? Bonjour, Jacques Riccardetti. Donc, je suis maire d'une petite commune sur le canton de Rougemont, qui est devenu le canton de Baume-les-Dames. Je suis conseiller régional. Je suis sur cette liste pour l'avenir de mes enfants, de mes 4 enfants, pour l'avenir du pays, pour l'avenir de cette Europe qui reste à construire. Elle est à construire derrière le socle des nations. Elle est à construire dans plus de démocratie et dans l'écoute des peuples. Nous avons la chance d'avoir une tête de liste, Jordan Bardella, qui est jeune, qui représente lui aussi l'avenir, dans la droite ligne de la génération de celle de mes enfants. Donc, nous sommes une nouvelle, notre voix est en passe d'être entendue, la nation devient importante et nous avons maintenant de nouveaux alliés en Europe. Merci à tous les 6 pour ce premier tour de table. On a déjà vu les priorités des uns et des autres. Tout de suite, le premier thème de ce débat. Et ce thème, comme une évidence, c'est quelle politique industrielle en Europe? Nous vivons en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la première région industrielle de France. On a beaucoup parlé, très récemment encore, de l'échec de la fusion Alstom-Siemens, pourtant défendue à la fois par les gouvernements français et allemands, fusion qui s'est heurtée au veto de la Commission européenne au nom de la libre concurrence. Alors, quelle politique européenne pour notre industrie? Didier Klein, je me tourne d'abord vers vous. Je me suis penché sur le programme de l'UDI Les Républicains et on peut y lire: l'Europe est naïve quand elle ouvre largement ses marchés publics aux entreprises extra-européennes. Les libéraux sont-ils en train de devenir protectionnistes, Didier Klein? Pas protectionniste, mais on va dire sensé. On est europhile, mais pas eurobéa. Et on a vraiment l'envie de faire évoluer cette Europe pour que justement, ce qui se passe dans le monde, on a une mondialisation autour de nous, et il faut vraiment que l'Europe puisse, on va dire, s'imposer dans ses richesses industrielles. On a des secteurs industriels, vous l'avez dit, Siemens, Alstom, PSA, Renault, Volkswagen, qui sont vraiment des puissances fortes locales, et il faut les privilégier. Aujourd'hui, on a dans l'industrie des pans entiers parfois qui sont ouverts à l'international, alors que sur le marché chinois, sur le marché américain, on ne peut pas aller, les entreprises européennes ne peuvent pas y aller, et donc c'est aussi là qu'il faut, à notre sens, trouver des moyens pour s'imposer, pour se remettre, on va dire, dans la course et développer notre industrie. Mais on est d'accord, c'est plus de protectionnisme. C'est pas du protectionnisme, c'est de l'organisation européenne efficace. Le mot est à vous, chez vous. Concrètement, on est curieux de savoir quand même. Bon, alors Laurence Lyonnais, vous avez pris la parole, je vous la donne. Oui, parce qu'il y a un culte absolument déraisonnable de la Commission européenne pour la concurrence libre et non faussée, donc qui conduit à brader nos savoir-faire et notre industrie. Et donc ici, autour de la table, il y a un certain nombre effectivement d'euro-BA, d'euro-défenseurs. Donc je serais curieuse qu'ils nous disent comment ils comptent défendre les intérêts industriels. Mais vous, alors, pas simplement les intérêts industriels, aussi les intérêts des autres. Dites-nous, vous, comment préserver l'emploi industriel en France? Nous, on n'a pas peur des mots. On est pour un protectionnisme social et solidaire afin de préserver ces savoir-faire industriels en priorité et les emplois qui aujourd'hui sont plus que menacés puisqu'on a une destruction d'emplois industriels, notamment dans notre région, sur le site d'Alstom, sur le site de PSA Sochaux. Et l'État, parce qu'il y a aussi des responsabilités de l'État, il y a la Commission européenne, mais les responsabilités de l'État aussi, au premier rang desquelles Emmanuel Macron, qui a participé quand même à ce détricotage du protectionnisme industriel et qui a abandonné finalement notre industrie. Donc là-dessus, on a quand même pas mal de choses à dire sur la transition. Je suis extraordinairement d'accord avec vous. Eh ben voilà, des alliances secrètes sur ce plateau, au bout de 10 minutes d'émission. Devait nous protéger, comme l'a dit M. Grugler, ce qui est totalement faux, ça saurait depuis le temps.
8 millions de pauvres de plus en France, une désindustrialisation de notre pays, un nombre de chômage qui n'a fait que croître, sans parler des mal logés et des gens qui souffrent. Il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui disparaissent qui créent. Où est la protection de l'Europe? Et n'ayons pas peur de faire du protectionnisme intelligent, parce qu'ils le font tous. Même l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, n'en parlons pas, mais ils font tous du protectionnisme. Alors, il faut permettre déjà à la France qu'elle se réindustrialise, notamment dans nos territoires, par incitation fiscale, avec non pas sur un principe de subventionner, mais d'éviter de prendre, ce qui sous-entend que l'État français doit faire des économies, des échelles d'économie très importantes, parce que personne ne parle du déficit budgétaire chronique qui oscille entre 75 et 80 milliards de francs annuels, et on augmente d'année en année notre contribution financière à une Europe qui ne nous a pas protégés, qui n'a pas de vision pour l'industrie, ni pour l'agriculture, et encore moins pour la transition énergétique. Anna Maillard, vous aussi vous êtes pour un protectionnisme chez Europe Écologie Les Verts, mais un protectionnisme vert, ça veut dire quoi? Oui, c'est ce qui manque dans les propos que j'ai entendus. Effectivement, il y a besoin de dresser un bouclier vert sur l'Europe pour justement éviter les importations de produits qui n'auraient pas les mêmes normes environnementales que celles qu'on pourrait appliquer sur le territoire européen. C'est ce qui a tué notre industrie des panneaux photovoltaïques lyonnaise. Quand les Américains taxaient à 200% les importations chinoises, l'Europe n'avait pas agi à ce moment-là. L'Europe que vous avez défendu, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. C'est pour ça que l'Europe est un outil. Et cet outil, nous, on travaille avec un programme. On ne jette pas tout de façon arbitraire. On est proposition pour d'accompagnement d'une industrie. Oui. Ça se fait, et ça se fait collégialement. Ça, je pense que ça se fait avec la concertation, collégialement, avec les entreprises. C'est pas de l'arbitraire. Non, on est démocratique. Voilà, bon, Jacques Ricardetti. Moi, si vous voulez bien, je vais reprendre quand même les fondamentaux autour de cette table. Il y a très très peu de personnes qui étaient pour le protectionnisme. Le protectionnisme intelligent, je pense que c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national qui en a parlé en premier. Je vois que tout le monde se convertit au protectionnisme parce qu'on voit que cette Europe telle qu'elle a été construite, elle ne marche pas. J'attends avec intérêt M. Grudler qui va nous parler d'Alstom. Il sait de quoi il parle. Il est une personne qui soutient Emmanuel Macron et qu'on a vu arriver avec un costume d'ouvrier Alstom et qui a bradé Alstom à General Electric pour sa branche turbine. Voilà, j'attends de voir les solutions de ces gens-là. Moi, je trouve qu'ils sont à géométrie variable. Aujourd'hui, ils sont pour le protectionnisme. Hier, ils étaient pour l'Europe ouverte aux 4 vents. Ça me paraît difficile de soutenir un protectionnisme quand on a tout fait depuis plusieurs années au sein de différents groupes au Parlement européen et qu'on n'a rien fait pour protéger la France. En parlant de géométrie variable, article 35 du programme de Marine Le Pen en 2017, instaurer un protectionnisme intelligent et rétablir une monnaie nationale adaptée à notre économie. Écoutez, je vais vous répondre parce que bien évidemment, à chaque fois, l'histoire de la... Non, mais vous avez changé. Oui, tout le monde a le droit de changer. Est-ce que ça peut être clair, du coup, vous avez relevé, le rétablissement de la monnaie nationale? Vous avez relevé que le protectionnisme intelligent... c'est nous qui en avons parlé et c'est pas d'hier. Pour l'histoire de la monnaie, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps en Europe, nous avons des alliés. C'était pas le cas il y a 5 ans. Les 5 ans qui nous ont précédés, cette voie nationale et de protection nationale, elle n'existait pas. Maintenant, nous avons des alliés au sein de l'Europe. Nous avons bon espoir de faire changer cette dernière de par l'intérieur. Et donc, l'histoire de la monnaie devient accessoire. Quand nous étions seuls, la seule solution, c'était le levier de la monnaie. Ce n'est plus le cas. Voilà. Christophe Grudler, vous avez été un peu attaqué là dans les 5 dernières minutes. Que répondez-vous? Est-ce que l'Europe protège en effet, comme vous nous l'avez dit en introduction? Alors, le problème, c'est que ce n'est pas le libéralisme ou le protectionnisme. Le problème, c'est un commerce mondial équitable. Ce qui d'ailleurs a manqué effectivement à l'Europe ces derniers temps. C'est qu'une Europe qui protège ses industries. C'est une Europe aussi qui sait condamner les pays qui ne respectent pas les ouvertures de marché. Parce que nos entreprises, si vous supprimez l'exportation pour la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, eh bien demain, c'est des milliers de gens au chômage. Donc, en fait, il faut pouvoir aller sur les marchés extérieurs, que les entreprises puissent également des autres pays puissent venir chez nous, ça c'est parfaitement cohérent. Mais il y a des règles réciproques à respecter. Regardez l'accord de libre-échange avec le Japon.
a permis de doubler nos ventes de vins régionaux au Japon, par exemple. Par exemple. Donc l'accord avec le Canada... On va le laisser finir, je vous redonne la parole. L'accord avec le Canada, vous avez un discours qui est contraire de la pratique que font les Républicains et la République en marche avec le MoDem au Parlement européen. Monsieur Mantovani, on va le laisser finir, s'il vous plaît. La moindre des choses, c'est de se respecter et de s'écouter réciproquement. Alors, écoutez au moins mes idées. Donc, je vous disais que l'accord avec le Canada, c'est plus 9% de progression de nos échanges avec le Canada et c'est de l'emploi en France. On ne peut pas se replier sur nous comme une coquille parce que demain, il n'y a plus d'emploi industriel ici. Je vous dirai ensuite que l'emploi industriel en 2018, pour la première fois en 20 ans, il a progressé dans notre pays, encore de façon assez insuffisante, mais il a progressé. Ne dites pas que ça continue à baisser. Sur le dossier Alstom, puisque vous m'avez interpellé là-dessus. Rapidement, et après on refait tourner la parole. Il y a plein de choses à dire encore sur l'industrie. Je sais bien, mais notre temps est compté. J'ai pas le temps de développer le programme allez-y. Monsieur Macron, qui est à l'origine de la vente. Alstom, si vous me permettez, moi je suis ce dossier. On va essayer de le laisser si j'arrive à m'exprimer, si c'est possible. Bon, donc le dossier Alstom, je le suis de longue date. Je peux vous dire qu'il y a au moment du rachat d'Alstom par General Electric, les salariés, les syndicats, tous les élus, tout le monde disait General Electric, c'est génial, c'est ce qu'il faut, c'est génial. Bon, sauf alors, mais là, on va pas refaire l'histoire il faut quand même bien le voir. C'est un scandale d'État, la vente de la partie stratégique d'Alstom. Finissez, s'il vous plaît. Peut-être qu'à l'époque, le rachat par Alstom par General Electric, a permis aussi un plan de licenciement qui était prévu à l'époque. Et on savait qu'Alstom risquait un jour ou l'autre de faire un plan de licenciement il y a 3 ans. Donc, incroyable. Ça, c'était à l'époque. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut clairement que l'Europe change de doctrine. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle veut protéger son... dans les traités. Donc dites-nous ce que vous changez dans les traités. Je vais vraiment avoir du mal à... Oui, mais vous avez rattrapé énormément. Vous êtes premier au temps de parole maintenant. Grâce à tout le monde. Je disais simplement que la politique européenne, elle doit soutenir l'industrie par rapport au monde et pas seulement garantir l'ouverture interne du marché. Donc ça veut dire qu'il faut soutenir l'innovation, il faut soutenir la diversification. On ne comprend pas, vous parlez tous en même temps. Il faut soutenir non, c'est fini. Anna Maillard, j'ai trouvé dans le programme une phrase qui m'a interpellé. L'Europe doit tourner le dos aux industries barbares comme les robots tueurs. On peut réellement, selon vous, préserver l'emploi industriel sans robots, faire des industries sans robots? Non, c'était l'histoire de taxer la robotisation à mener dans les entreprises pour pouvoir maintenir un emploi salarial. Mais voilà, là, vous tombez vraiment sur un point de cristallisation du programme. Il était en gras dans votre programme. Oui, Je suis désolé, j'ai essayé de lire les programmes des uns des autres pour préparer cette émission. Bon, on peut voir la robotisation, la numérisation des emplois comme quelque chose de menaçant, mais en fait, c'est aussi quelque chose d'une technologie de nos industries dont nos industries vont pouvoir s'approprier, développer. Et moi, ce qui m'a manqué dans les propos que j'entends ici, c'est de travailler sur tout l'écosystème industriel. On a sur le Nord-Franche-Comté la possibilité... Oui, ça peut être source d'emploi. Oui, on a une industrie... Monsieur Mantovani, je vais juste vous demander... Essayez d'arrêter d'interrompre systématiquement les autres. Alors, je pense que l'expression dans notre programme, c'était robot tueur d'emploi, mais en fait, si on n'accompagne pas en même temps la montée en compétences des salariés, oui, le réflexe pourrait être de remplacer l'un par l'autre. Didier Klein, vous en pensez quoi? Oui, je pense que c'est des choses assez proches. On est tous en train de regarder du social, de la production, mais surtout du fait que nos entreprises, elles doivent pouvoir vendre à des prix intéressants et qu'on ne peut pas faire que du protectionnisme. On est obligé d'être attentif pour répondre à ce que font les autres, mais derrière, il faut qu'on puisse vendre. Il faut qu'on puisse donc avoir une production, une évolution, accroître la formation, accroître aussi les conditions de travail, parce que c'est aussi important. Je suis tous les jours dans PSA, on a vraiment une évolution énorme de moyens de production, une numérisation, des robots qui apparaissent, mais aussi des gens qui vont traiter les robots, qui vont aussi avoir à avoir des formations autour de cette numérisation de nos entreprises. Et aujourd'hui, on ne parle plus de 4.0, on parle de 4.H. Donc c'est une évolution très importante de nos entreprises. Laurence Lyonnais ? Ils sont convaincus. Ce serait bien que les robots soient au service des humains et pas l'inverse, comme on le voit dans certains développements
bâtiments industriels ou dans les sites de vente notamment. Non, mais moi, ce que je constate, c'est que personne ne dit qu'il faut sortir de certaines dispositions des traités qui prévoient la libre circulation des capitaux et qui permettent l'évasion fiscale, qu'on ne revient pas sur l'interdiction de position de monopole d'État, alors qu'on en aurait besoin pour conduire une transition écologique dans les secteurs stratégiques de l'énergie et des transports, des télécoms et de la santé. Donc là, ces propositions-là ne sont pas faites. Monsieur Grudler, vous avez fait appel à Emmanuel Macron. C'est un petit peu comme si vous faisiez appel au pyromane pour sauver notre industrie. C'est lui qui a participé à la catastrophe industrielle sur le site d'Alstom. Tant qu'on ne reviendra pas sur ces concessions aux actionnaires et cette collusion avec la haute finance, on ne pourra pas sauver notre industrie. De reparler, je ne peux pas vous laisser. Alors, très rapidement, en 20 secondes, vous répondez à Laurence Lyonnais. On sait qu'aujourd'hui, il y a un enjeu devant nous par rapport à General Electric, à l'avenir des salariés. Et je vous assure que le président de la République s'en préoccupe personnellement. Oui, c'en est déjà bien et je peux vous assurer qu'il y a actuellement des gens qui travaillent avec les syndicats, avec les élus, au niveau de l'Élysée, au niveau des ministères, pour trouver des solutions face à cette catastrophe qui est annoncée. Donc je peux vous dire, vos accusations, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est se rassembler. Je pense que les salariés s'en souviennent. Il faut se rassembler et pas chahuter comme à la cour de récréation maternelle. Allez, on arrête le chahut d'ailleurs. On doit se rassembler sur des dossiers industriels aussi majeurs. Mesdames, messieurs, on arrête le chahut. Je vous propose d'écouter à présent un candidat d'une autre formation politique, Michel Trépeau de Lutte ouvrière. Sa liste est menée par Nathalie Arthaud. On l'écoute et on revient juste après pour un nouveau débat. Nous voulons l'Europe socialiste des travailleurs. Pas dans l'intérêt, comme ça a été fait actuellement, pour l'intérêt des grands groupes capitalistes. Cette Europe a été construite pour leur intérêt, pour leur profit, pour que le capitaux n'ait pas de frontières pour se déplacer sans payer de taxes ou quoi que ce soit. Nous, on veut que ce soit une Europe sociale par les travailleurs. Mais ça ne deviendra que par des grandes luttes d'ensemble. Ça peut commencer dans un pays et quand ça explose dans un pays, on sait très bien que ça peut contaminer les autres. Et moi, j'en suis persuadé, j'en suis convaincu, ce grand capital en veut tellement, il veut de plus en plus de profits sur le dos des salariés, sur le dos des travailleurs, qu'il y aura des explosions inévitables. Allez, si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes dans une émission spéciale dans Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Nous avons réuni à 5 semaines du scrutin européen 6 candidats de notre région aux élections européennes du 26 mai. Deuxième thème de ce débat, la transition énergétique et écologique. L'Europe se veut à la pointe dans ce domaine, mais l'est-elle vraiment? Rendre plus verte notre société, notre économie, n'est-il pas sans risque? Anna Maillard, on attend forcément beaucoup les écologistes sur cette question. L'Europe en fait-elle assez pour l'environnement? Largement non. C'est pour ça qu'on propose que cette Europe devienne notre outil pour une transition écologique. On propose, alors, un peu dans l'histoire de l'ancienne communauté économique du charbon et de l'acier, ça représentait une époque du développement européen, mais qui aujourd'hui nous met en danger sur la consommation des ressources naturelles et les émissions de CO2. On propose maintenant une COMET, une communauté européenne de la transition énergétique, qui permettrait, en pénalisant les entreprises polluantes, les pollueurs, de réinjecter ces moyens dans le développement d'industries moins polluantes. Et également, donc on parle souvent, moi je voulais souligner 2 aspects. Il y a à la fois le besoin d'accompagner le développement d'industries moins polluantes et vertueuses. Ça peut être par exemple le recyclage des déchets, voilà, typiquement c'est une industrie, mais également d'accompagner les industries, les TPE, les PME, dans leur isolation, dans l'utilisation de leur cycle d'eau. Il faudrait qu'on puisse avancer sur les 2 facettes. Et là, l'Europe est vraiment un outil important. J'ai pas pu terminer tout à l'heure ce que je voulais développer sur les écosystèmes locaux, parce qu'en fait, sur nos terroirs, dans Franche-Comté, on a un terroir industriel, mais il est européen, en fait. Il est d'ampleur européenne. Les robots qu'on fabrique dans les industries de Nord-Franche-Comté, ils sont aussi utilisés dans d'autres bassins européens, dans d'autres bassins mondiaux. Donc, en réinjectant ce qu'on taxe chez les néfastes et chez les pollueurs, on peut soutenir une industrie plus vertueuse. Et n'oublions pas les TPE-PME qui sont très importantes aussi pour le tissu et qui, elles, souvent sont démunies pour mettre en place des plans d'action. Donc, une agence également d'accompagnement, le modèle de l'ADEME, par exemple, en France, pour accompagner les ménages. L'ADEME accompagne aussi les entreprises françaises, mais c'est encore assez mal connu. Donc, là, il y a un levier intéressant. Ça demande de l'engagement politique et de l'engagement de fonds publics. Marc Mantovani, l'Europe en fait assez pour l'environnement? Non, la transition écologique s'effectue très mal en Europe.
Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut intégrer, c'est la différence des profils énergétiques des pays qui sont complètement différents. L'Allemagne, c'est le charbon. Nous, pays quand même avant-dernier en tant que le moins pollueur, alors que l'Allemagne est en tête, fait partie du peloton de tête. L'Allemagne est en transition. C'est grâce, oui, mais enfin, elle est dans le peloton de tête des pays dont la valeur carbone est très élevée, avec le choix qu'ils ont fait, qui est celui aussi Je vais reprocher d'interrompre trop, on va essayer de ne pas interrompre M. Mantovani. Chacun son tour. Allez-y, finissez. Alors moi, je suis très sensible à ce sujet, parce que figurez-vous que je vais être grand-père dans peu de temps, et je ne veux pas laisser le monde dans lequel nous vivons, et celui qui arrive à très court terme, à mes petits-enfants. Parce qu'on va être tous impactés. Ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait, Marc Mantovani ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut relocaliser l'emploi en France. Avec des entreprises qui exportent, avec des bateaux cargo qui sont extrêmement polluants, que nous proposons de taxer avec une douane, une taxe de pollution. Et puis, nous souhaitons également la création, dans chaque région, d'un livret épargne rémunéré qui serve au développement et à l'environnement et tous les métiers de demain qui sont inhérents. Je le dis tout net, il ne faut pas avoir peur à la survie de l'humanité. On ne pourra pas continuer comme ça, c'est impossible. Et il faut une politique très très forte. Quand vous parlez de livret, ça me fait penser à quelque chose. Nos ressources naturelles sont limitées, elles sont finies, mais nos ressources financières aussi. Donc on doit avancer en vase clos. Donc ce qu'on gaspille sur des énergies polluantes, en subvention d'énergie polluante, il y a encore 4 milliards d'euros qui sont versés aux les industries d'extraction du pétrole. On ne va pas se battre sur les chiffres parce qu'on va en trouver différents. Oui. Mais on est dans un monde fini. Donc, ces moyens financiers, il n'y a pas de l'argent magique qui va tomber de quelque part. Donc, nous, c'est vraiment en vase clos, d'arrêter de le verser où il est dispendieux et inefficace pour accompagner celles qui en ont besoin. Didier Klein, il y a aussi un livret environnement dans le programme de l'UDI. Européen, environnement, il a les deux E. Et c'est vrai que c'est important pour nous de mobiliser des finances et surtout de regarder ce qu'il y a, mais on peut toujours regarder que c'est nucléaire, il y a le charbon et tout, mais il faut aussi évoluer, il faut aller vers de nouvelles recherches. C'est mon côté universitaire et chercheur, mais aller vers l'hydrogène. On a aussi dans notre bassin industriel, et là on peut très vite être en avance sur d'autres pays, donc pour développer, mais pas que en recherche, mais également dans la pratique de tous les jours, pour avoir de nouvelles énergies, des énergies propres, qui puissent être après même couplées à l'automobile et à l'industrie. C'est ce qui m'intéresse le plus pour ma part, ou même Alstom. Ce sera des nouveaux développements, mais ce sera des développements européens. C'est important pour moi, ce n'est pas un développement qu'on va faire franco-français. Non, c'est impossible ça. Aujourd'hui, si on ne travaille pas au niveau de l'Europe pour l'environnement comme pour l'industrie, on n'arrivera pas à s'exprimer. Laurence Lyonnais. Oui, nous, on est pour une politique de l'énergie commune qui serait un petit peu l'équivalent de la politique agricole commune, mais qui réponde à des objectifs d'intérêt général. C'est même plus haut que ça. Vous êtes pour une planification écologique. Voilà, mais ça impose de pouvoir sortir des traités européens qui interdisent les positions de monopole, qui prévoient la privatisation des services publics. Vous y avez participé avec Europe Écologie Les Verts à ces traités. On parlera des services publics après, si ça ne vous embête pas. Restons sur l'environnement. C'est quand même une question de services publics, puisque des services publics de l'énergie. Là, on a des mesures de privatisation des barrages qui ont été entamées sous le gouvernement de François Hollande, donc qui nous privent des ressources pour conduire cette transition énergétique. On met en concurrence les services publics et du coup, on ne peut pas conduire la transition énergétique non plus dans le secteur des transports. L'Union européenne aujourd'hui, c'est l'inaction climatique. Et il faut que ce soit un mouvement dans la jeunesse qui s'est levé depuis plusieurs mois. Il y a eu des manifestations ce vendredi, des blocages à Paris sur les industries les plus polluantes. C'est cette jeunesse aujourd'hui qui se lève et qui exige que l'Europe fasse enfin ce qu'elle aurait dû commencer à faire déjà hier et ce qu'elle reporte toujours à demain. Par exemple, il y a un objectif de 32% d'énergie renouvelable en 2030. C'est absolument insuffisant. Mais pour ça, il faut qu'on puisse prendre la main effectivement sur les secteurs stratégiques au niveau des États et au niveau européen et se donner des objectifs communs. Aujourd'hui, dans le cadre des traités, ce n'est pas possible. Et alors, sur l'argent magique, je regrette, on peut survivre
avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas survivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Donc oui, de l'argent, il y en a. Et puis aujourd'hui, on n'est pas obligé non plus d'être sous la coupe d'une banque centrale européenne qui nous empêche d'émettre de la monnaie et d'être maître de notre destinée. Pour le climat, donc oui, mais dites-nous si vous allez sortir de ces traités libéraux. Dites-nous si vous sortez. Alors attendez, dites-nous si vous sortez de cette Europe libérale. Donc vous sortez des traités. Oui, parce que là, on ne peut pas conduire la transition. Anna Maillard, vous répondez très rapidement et puis après on passe à ceux qui ne se sont pas exprimés sur ce thème. Très vite, on sort des traités ou pas ? Les européens permettent de modifier les traités, nous on va là-dessus, et on couvre tout d'un super traité environnemental pour que celui-là oriente tous les traités. Et quelle procédure donc pour la modification des traités ? Non, mais il faut qu'on soit concret. On va sortir du dialogue entre toutes les deux. Sinon tout le monde raconte, on va changer, mais il faut dire concrètement Christophe comment on Grudler, alors pour l'instant il n'y a pas vraiment de programme à Renaissance, il y a juste il y a la lettre d'Emmanuel Macron qui sert de programme, et le président de la République parle de prendre la tête du combat écologique. C'est très compliqué néanmoins, on l'a vu récemment sur le glyphosate. C'est ma question et je vais vous demander une réponse très courte parce que vous avez pris beaucoup d'avance sur la première partie au niveau du temps de parole. Bon, alors la réponse est toujours importante. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Prendre la tête du combat écologique. C'est facile à dire, pas facile à faire. C'est facile à faire. Regardez, la France est la seule à s'être opposée à l'ouverture des négociations commerciales avec les États-Unis parce que les États-Unis ne respectent pas l'accord de Paris. Ça, c'est une démarche courageuse qui a été prise par le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, la voix de la France est entendue en Europe. Et ce que j'aimerais également, c'est que la voix de l'Europe soit entendue dans le monde et que l'Europe soit le modèle pour la transition énergétique qui puisse parler au monde. Mais c'est très compliqué de se mettre d'accord avec les partenaires européens. Et là, je vous renvoie à l'exemple du glyphosate. Les seuls combats perdus d'avance, c'est des combats qui ne sont pas menés. Donc menons ce combat avec des gens déterminés. Nous avons des alliés, dans les autres pays. Nous avons proposé la banque du climat dotée de 2000 milliards d'euros. C'est Pascal Canfin et Pascal Durand, députés sortants, qui ont fait un travail de grande qualité là-dessus. Nous avons une banque européenne du climat qui est proposée. Nous soutenons des plans stratégiques industriels européens qui permettent la mutation environnementale. Et dans ce cadre-là, je soutiens avec force le projet du pays de Montbéliard autour de l'usine de batteries qui pourrait être installée à Sochaux. Par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là, il faudra que l'on puisse se mobiliser ensemble pour que ces lignes de batterie puissent s'installer. Quel est le programme du Rassemblement national ? Juste un petit mot à M. Grudler. Mais elle va vouloir vous répondre. Il va m'interdire de répondre. Non. Simplement, les effets de manche du président de la République, comme les effets de manche de M. Grudler, si vous voulez bien. Voilà, le combat écologique de notre ami, de votre ami M. Macron, je ne sais pas où il est. On a parlé du glyphosate, on pourrait parler du CETA, on pourrait parler tout un tas de choses. Donc, si vous voulez, je peux parler du glyphosate. Non mais bon, voilà. Jacques Ricardetti, parlez-nous du programme du Rassemblement national. Nous, simplement, nous ne pensons pas que l'Europe est la bonne échelle. Il y a une telle disparité, comme vous l'avez dit, une telle disparité dans les pays européens. La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. L'Allemagne, c'est 9%. Donc voilà, nous, on pense que nationalement, il faut revenir à du localisme. C'est-à-dire réserver les marchés, bien évidemment, casser les traités européens, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Revenir à du localisme, protéger nos marchés, que ce soit les marchés de repas scolaires, en termes d'alimentation haute, les réserver et mettre des clauses environnementales sérieuses et fermes avec un secteur géographique déterminé, éviter une nouvelle façon de consommer aussi, que l'alpha et l'oméga de l'homme ne soit pas seulement la consommation. Et sur les énergies, parce qu'on vous entend beaucoup, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, votre combat, c'est anti-éolien. Mais tout à fait. Alors l'éolien, c'est une vaste escroquerie. L'éolien est aux mains de lobbyistes. Ça ne satisfait que les personnes qui ont une éolienne sur leur terrain, que ce soit communal ou privé, au mépris de l'écologie et de savoir ce qui va. Donc on développe les énergies renouvelables, mais pas l'éolien, c'est ça ? Exactement. Voilà. Non, mais pas du tout. Le déchet nucléaire, c'est pas gênant s'il est ailleurs, mais tant qu'il n'est pas dans son mais ça, l'éolien, il y a un très beau projet à Poligny, un projet citoyen. Tout le monde en veut, mais pas tout près de chez soi. Ça, je peux vous retourner la même chose. Il faut reconnaître que sur l'éolien, par exemple, en France, vous savez combien on a d'éoliennes offshore ?
Il y en a une. Non, Donc, mais bon. c'est vrai qu'on a des capacités de développer l'éolien Non, sans non, le non, mettre non, sur non, tous non. les Il massifs. y a Que ce beaucoup de soit- projets, notamment dans le nord de Que la ce France. soit l'éolien Ne offshore, pas en mettre sur tous les ce massifs et soit pour pas que l'éolien les fonds de ces offshore. parcs éoliens aillent sur des Que ce soit fonds de- Allez, on le laisse finir. voilà, que Ça, ce il a bien soit, que trouvé ce des soit choses. l'éolien offshore ou l'éolien terrestre, on est systématiquement contre. C'est une énergie dispendieuse qui a besoin de l'énergie fossile pour Continue fonctionner. avec le nucléaire, pour Fukushima, fonctionner, les voilà. poubelles, tout ça. Voilà, D'accord. exactement. Voilà, bon, bah, c'est bien. Bah, il y a une alternative. Je pense que la filière nucléaire française, Oui, qui est voilà. une filière d'excellence, doit être développée et que le PR doit être développé. On n'est plus dans les années 60. Non, mais on on sait non, maintenant non, les non, limites non. du mode. C'est une énergie Moi, propre je voudrais qui dire un mot. n'émet pas de gaz. Décarbonée, Non. mais pas Décarbonée, mais sur propre. la- On a compris que vous n'étiez pas d'accord, notamment, oui, mais non. Mais si, Je suis sur désolé, la compter, c'est euh, fini, c'est c'est fini très sur cette important. thématique-là. Si vous voulez parler des services publics, vous avez parlé des services publics tout à l'heure. On va parler des services publics, mais d'abord on écoute un autre candidat d'une autre formation politique. Il s'agit de Philippe Marceau de l'UPR, l'Union populaire républicaine, dont la liste est menée par François Asselineau. Aujourd'hui, quand vous avez un papier que vous ne pouvez pas modifier, par exemple, imaginons que vous êtes marié avec une personne qui vous trompe, que vous ne pouvez pas modifier, que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas changer le comportement, et vous quittez cette personne. Nous, ce qu'on dit, c'est on ne peut pas modifier, on ne peut pas réécrire les traités européens, donc on quitte l'Europe. Et ça s'appelle le Frexit. Justement, quelles sont les priorités du mouvement UPR ? Alors les priorités du mouvement UPR, c'est de faire connaître justement toutes ces lois qui écrasent aujourd'hui le peuple français, aussi bien d'un point de vue emploi, d'un point de vue santé, d'un point de vue environnement, puisque de toute façon toutes les lois européennes sont faites pour le marché et pour l'argent, et non pas pour l'individu et le peuple. Allez, retour sur ce plateau émission spéciale consacrée aux élections européennes avec 6 candidats de Bourgogne-Franche-Comté au scrutin du 26 mai. L'Europe est-elle une menace ou une chance pour nos services publics ? La question est prégnante, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, où des services hospitaliers, par exemple, ferment sous couvert de rationalisation. Alors est-ce la faute de l'Europe, comme l'accusent certains, l'Europe qui impose des contraintes budgétaires à chacun des États membres ? Je me tourne d'abord vers vous, Christophe Grudler. Est-ce que c'est la faute de l'Europe? Il n'y a rien, par exemple, sur les services publics dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens qui vous sert de programme, je le rappelle. Eh bien, je vais vous dire qu'en fait, l'Europe, effectivement, c'est le bouc émissaire. C'est que quand ça ne va pas, c'est de la faute à l'Europe. Puis quand ça va bien, c'est grâce à nos politiques nationales. Je vous dis que les services publics, en fait, sont protégés par l'Union européenne. C'est dans les traités. C'est qu'il y a une exclusion, notamment des services publics, des négociations commerciales internationales. Donc, il y a une vraie protection imposée par les textes. Et puis, il y a une réponse à apporter. La réponse, c'est les fonds structurels européens, les crédits FEDER et autres, qui sont justement là pour financer des infrastructures publiques. On laisse finir, je vous donne la parole après, je vous promets. Un peu de respect, s'il vous plaît. Je vous ai toujours laissé finir, donc s'il vous plaît. Donc il y a un soutien aux infrastructures publiques, au service de tous, y compris en milieu rural, qui sont financés par les FEDER. Donc aux communes de porter des projets, aux intercommunalités de porter des projets, aux départements et aux régions. Et derrière, il y a des fonds européens, mais qui sont déjà là aujourd'hui. Les fonds structurels en Bourgogne-Franche-Comté, c'est énorme. Le Fonds social européen, c'est aussi énorme à un autre niveau. Je veux dire, on a aujourd'hui une Europe qui arrose de millions d'euros de subventions, et c'est extrêmement important de le dire. Laurence Lyonnais, vous faites clairement à la France Insoumise le lien entre l'Europe et les services publics. Oui, parce qu'il y a deux volets. Il y a l'organisation de la privatisation, de la mise en concurrence de nos services publics, donc qui amène à les détricoter. On l'a vu avec la Poste, on l'a vu avec les télécoms, on l'a vu avec le rail. 4 paquets ferroviaires quand même au niveau de l'Union européenne pour détricoter à la fois le fret, à la fois les trains de nuit et maintenant les petites lignes. Et après, vous allez me dire, ah bah oui, mais la région, elle va demander des fonds à l'Europe pour essayer de pallier la fermeture des petites lignes. C'est pas sérieux. Il y a 700 millions d'euros. Il y a 700 millions d'euros. Il y a 700 millions d'euros qu'on n'a pas été capable au niveau des régions, et ça c'est merci la fusion aussi, de traiter sur les fonds européens et qui vont repartir au niveau de l'Union européenne s'ils ne sont pas consommés avant 2020. Donc effectivement, il y a un lien. Il y a un lien aussi sur l'encadrement des 3%, cette fameuse règle d'or
de l'Union européenne que nous, on veut remplacer par une règle verte. Donc effectivement, il y a une responsabilité éminente de l'Union européenne dans la casse des services publics. Didier Klein, est-ce que, comme tout à l'heure, vous volez au secours de Christophe Grudler? Je ne veux pas voler. Moi, j'ai aucun souci. Et je pense que même si on est dans le même groupe, c'est normal. Mais nous, on est européens. Donc on a le droit d'être à l'Europe dans le même groupe parce qu'on travaille ensemble. Vous avez plutôt dans vos propos une attitude un petit peu, on va dire, défendant un peu un certain chauvinisme plutôt qu'une Europe un peu, on va dire, ouverte. C'est un projet d'intérêt général, c'est pas tout à fait la même chose. Et je suis très clair là-dessus. On va le laisser. Alors, est-ce qu'on peut entendre Didier Klein, s'il vous plaît? Sur la partie, on va dire, des services publics, c'est sûr. Alors, je rappelle toujours, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas bien regardé la réglementation européenne, l'Europe fait des recommandations. Les États les mettent en œuvre. On a des parlementaires, on a un gouvernement, et ce n'est pas celui-ci comme les précédents, beaucoup n'ont pas vraiment mis en œuvre des recommandations, mais ont un petit peu mis plus. Là, moi, je regarde beaucoup la partie environnementale parce que c'est une de mes fonctions. C'est vrai que parfois, on a des contraintes administratives choisies par la France et pas, on va dire, obligatoirement données par l'Europe. Il y avait des niveaux et on a été un peu plus loin parce qu'on aimait bien vouloir montrer qu'on allait plus loin. Donc c'est M. Macron, finalement. Mais sur l'accès... Pas que Macron. Non, je dis pas que Macron. Sur l'accès aux services publics, Didier Klein, selon vous, c'est la faute de l'Europe ou c'est de la faute de Paris? L'accès aux services publics, de toute façon, les choix de fermer un hôpital, c'est pas l'Europe qui le décide. C'est la France qui le décide. C'est les contraintes budgétaires. Vous savez très bien que les contraintes budgétaires aujourd'hui, vous êtes comme moi élu. Voilà, exactement, c'est la vraie question. Moi, je vais être très clair. Moi, je ne suis pas pour la fermeture des hôpitaux de proximité. Je travaille, on développe une clinique dans le pays de Montbéliard. Je connais un petit peu le sujet et je peux vous garantir que. Mais moi, je vous parle de la ruralité, Monsieur Klein. Vous avez Grès, on a des territoires, nous, en Franche-Comté, particulièrement touchés. Je vous parle même pas de la Bourgogne. Voilà. On va faire circuler la parole. On les ferme, on les ouvre. On les laisse ouvertes. On doit laisser automatiquement ouverts des services de proximité et on se bat. N'oubliez pas que depuis les années 2000, et Jean-Luc Borloo l'a beaucoup fait à un moment aussi, c'est d'essayer de mettre en place tout ce qui était les maisons du service public pour justement, on sait qu'on a de moins en moins de moyens, mais qu'on peut mettre dans des endroits des moyens pour que tout le monde puisse se développer et puisse recevoir le service public qui est attendu. Anna Maillard ne s'est pas exprimée sur ce thème. Oui, comment on préserve les services publics et est-ce de la faute à l'Europe s'il y a aujourd'hui une pression sur les services publics, notamment en Bourgogne-Franche-Comté? L'Union européenne actuelle, clairement, elle n'est pas à la hauteur sur la protection des services publics et leur promotion, leur animation. Les écologistes prônent le fait de... Enfin, l'Europe le met comme service d'intérêt généraux, ce qui n'est pas du tout à fait un service public. Et en fait, l'Europe peut être un très bon outil. Effectivement, là, j'en ai le bilan des fonds versés que la région Bourgogne-Franche-Comté a eu à traiter. Donc, c'est des montants très intéressants qu'on peut mobiliser pour nos territoires. Vous savez que c'est notre argent. Et tout à fait. Et je vais citer... C'est 1,5 milliard. Voilà. En gros, c'est 1,5 milliard sur la Bourgogne-Franche-Comté sur la durée d'un mandat, donc 5 ou 6 ans, 5 ans, je crois. Là, Voilà. c'est sur la période 2014-2020. Je vais vous citer également l'exemple de Jean Massé, qui est un maire élevé dans Lyon, commune rurale profonde, si on peut dire, et qui, lui, s'est appuyé sur ces fonds européens pour rénover son école et la rendre très performante. C'est notre argent, les fonds européens. Mais il s'est redescendu sur le territoire. Oui, mais on en perd combien? Travailler avec les agriculteurs locaux pour développer l'agriculture bio. Combien on en perd? Nous, on est entre ce que l'on cotise, madame, entre ce que l'on cotise et ce que l'on reçoit, combien en perd-on? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez combien on en perd? Ça dépend de quel est votre critère de calcul. Non, c'est pas un critère de calcul. C'est pas un critère de calcul. Combien la France verse, M. Grudler, vous qui faites le mettre. Voilà, 91 milliards. Combien en reçoit-on? Voilà. Combien on en... Non. Il faut pas être solidaire. Il faut pas être solidaire avec les pays moins développés en Europe. Les services publics en pleine déliquescence, c'est le sujet dont on parle. Moi, je pense que c'est les nôtres avant les autres, Monsieur Chevreuil. Je le dis pour vous comme pour les autres. Ils disaient ça aussi. Et on voit le résultat. Où est leur économie aujourd'hui? Ce que je peux vous dire, c'est que quand la France va donner de l'argent à l'Europe, pas de menace, Monsieur Grudler. Pas de menace. Pour que d'autres pays se développent et ne soit plus une concurrence à nos portes, que ces autres pays achètent nos produits français, il y a un retour direct sur le PIB. Donc c'est pas de l'argent perdu jeté par les fenêtres. Non, c'est de l'argent qui permet à d'autres pays proches en Europe de pouvoir acheter nos produits français. Et donc c'est de l'argent bien utilisé. Si l'Angleterre veut partir, M. Grudler, c'est la liberté qui parte. Moi, je vois un petit pays comme la Suisse avec lequel on commerce, qui ne fait pas partie de l'Union européenne et qui s'en tire très bien. Et qui n'a que des accords avec l'Europe. Les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse. Il y en a des dizaines. Et on en profite en Bourgogne-Franche-Comté. Marc Mantovani ne s'est pas exprimé encore sur le sujet. Je ne pense pas que ça soit à l'Europe de s'occuper des services publics français.
C'est pas son rôle. Elle est trop éloignée. Service public, c'est de la proximité. L'Europe, une fois encore, nous a pas protégés pour la préservation de nos services publics. Il y a des fermetures d'écoles, personnel hospitalier surchargé, avec tous les problèmes. Et puis d'ailleurs, M. Macron veut faire des économies sur la masse salariale des hôpitaux en France. Alors là, il y a des choses qu'il faudra m'expliquer. Les services publics, la disparition des services publics, elle est due aussi au fait que la France s'est paupérisée. Que nous devenons un pays pauvre qui n'a plus les moyens La France est un pays pauvre, monsieur Mantovani. La France est devenue un pays pauvre. On a une dette abyssale. Un pays qui est riche, il n'a pas de dette. Il n'emprunte pas tous les ans aux organismes financiers pour boucler la moitié de l'année. Le gisement fiscal de la France s'est réduit de décennie en décennie parce que les entreprises françaises ont une fiscalité délirante, qu'elles n'ont pas non plus une vision à long terme de la fiscalité et qu'il y a plein de gens qui sont partis délocaliser ailleurs. Donc, si vous voulez, les besoins de l'État ont augmenté en même temps que le gisement fiscal a diminué. Donc on l'a augmenté quantitativement et aujourd'hui l'État, j'aimerais qu'on ait un service public à la hauteur. Si on veut un service public à la hauteur, il faut avoir le courage de faire des économies d'ordre structurel. J'attendais ça de M. Macron. Point. Fit des économies. Monsieur Macron a augmenté les dépenses de la France. Oui, Laurence Lyonnais. C'est la saignée dans les services publics. Non, mais je note avec intérêt ce qu'a dit monsieur Grudler. Ça veut dire qu'il y a un manque de courage de nos dirigeants vis-à-vis des services publics. Il y a une saignée qui est opérée actuellement par monsieur Macron. Il devance les attentes de la Commission européenne. C'est formidable. Mais les services publics, c'est la richesse de ceux qui n'ont plus rien. Et ça, c'est vrai qu'on soit en Hongrie, en Bulgarie, en Espagne. Vous êtes d'accord avec votre voisin quand il dit que la France est devenue un pays pauvre ? Non, pas du tout. C'est pas une question de... Non, mais la richesse de ceux qui n'ont plus rien, c'est pour ça que je vous relance. Oui, mais on a les moyens d'avoir des services publics dans tous les territoires de France. Nous, on a visité très récemment l'hôpital de Saint-Claude. On visite une... Très bon exemple. Eh ben oui, on visite une maternité qui est extrêmement bien équipée et qui est fermée. Un bloc opératoire qu'on n'a pas fini de payer. Voilà, et cet hôpital ne fonctionne plus alors qu'il y a des soignants qui ne demandent qu'à travailler. Il y a une population qui ne demande qu'à être soignée, qu'à être prise en charge. Alors là, et après, il ne faut pas nous donner de leçons à nous d'économie et de bonne gestion. Parce que quand on n'a pas fini de payer le bloc opératoire et que l'hôpital est déjà fermé, qu'est-ce que ça veut dire cette politique de gribouille ? Franchement. Jacques Ricardetti, on les fait où les économies ? Écoutez, pour le moment, c'est très simple. Si on retouchait l'argent qu'on versait à l'Europe, il n'y aurait pas d'économie à faire. Tout le monde nous parle des fonds fédéraux. On a l'impression que c'est une pluie, une manne qui tombe. Je vous l'ai dit, il y a un déficit entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Je pense que dans l'état de paupérisation, l'état des services publics... les actionnaires, monsieur. L'état des services publics doit nous obliger aujourd'hui à retoucher le moindre centime qu'on donne. Je reviendrai à l'état thatchérien. Un euro donné à l'Europe doit revenir 1 euro à la France. On est dans un état de paupérisation, comme tout le monde constate autour de cette table, un déficit de services publics, un déficit de scolarisation. Non, pas du tout. Pas chacun pour soi. Et comment se protéger face au monde Anna Maya. Non. Je ne vois pas tout à fait lien entre les actionnaires et les services publics parce que les tout ce qui n'est entreprises pas payé en ils impôts, ne sont pas madame, privées, là tout ce c'est qui pas n'est une pas payé clinique. en impôts, Et vous savez qui possède la dette française, l'emprunt français. L'emprunt français qui le possède, et c'est pareil pour les autres pays européens, je ne connais pas le ratio, c'est les Français. C'est nos plans d'épargne. Non, mais ce qui est sur nos banques, nos plans d'épargne. L'évasion fiscale et de rémunération. Voilà de quoi je vous parle. Là où sont les milliards, ça déshabille l'Europe. Oui, l'évasion fiscale. Ça nous déshabille nous, ça déshabille nos services publics. Et la sous-taxation des industries numériques des GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, oui, là, il y a du gaspillage. Il y a des actionnaires à payer ça aussi, vous savez. Ils ont été grassement rémunérés, là. Mais en tout cas, on n'est pas sur des services publics qui sont, à part les cliniques privées, voilà, on est sur des... On peut pas tout... Les cliniques privées touchent aussi. On peut pas avancer en silo. Si on revient aux critères budgétaires, Europe Écologie Les Verts dit quoi là-dessus ? Est-ce qu'il faut les respecter à tout prix ? Est-ce qu'il faut prendre en compte la pression qu'ils font peser sur les finances publiques françaises ? Non, le dogme des 3%, oui, c'est quelque chose qu'il faut lever, mais toujours en réintégrant le critère des territoires, de l'action écologique, de l'action de la transition écologique. Donc c'est des choses, oui, qu'on peut faire varier. Ces 3%, ça a été créé. J'avais lu l'histoire de la création des 3%, ça s'est décidé sur un coin de bureau. En fait, ça serait 4, ça serait 2,5. En fait, ce chiffre-là, c'est pareil, un chiffre magique. Au doigt mouillé.
la fusion des régions, ça nous met à un bon niveau par rapport aux autres régions européennes. Il y a des choses qui sont... Le mythe de la compétition. Je ne suis pas d'accord. On a perdu en proximité, on nous a vendu les régions comme étant une source d'économie. Au final, on s'aperçoit qu'elles coûtent plus cher. Ils ont les mêmes on y a demandes. perdu en proximité. Moi, je crois plus à la proximité. Plus on est près des choses, Allez, plus on est... il est bientôt midi. On va vous proposer un petit temps de conclusion à chacun. Et je reprends mon ordre tiré au sort. Je vous accorde 30 à 40 secondes chacun. On est bon sur les temps de parole. On a bien géré tout ça. Et comme tout à l'heure, c'est Marc Mantovani qui commence. Pourquoi faut-il, adressez-vous aux électeurs de Bourgogne-Franche-Comté, pourquoi et comment les convaincre de voter pour vous ? Je les invite surtout à aller voter. Pour qui que ce soit. Évidemment, je préférerais que ça soit pour la liste des amoureux de la France menée par Nicolas Dupont-Aignan. Mais les enjeux sont tellement énormes. Le 26 mai prochain, nous avons un choix historique à faire. Soit on continue avec les mêmes socialistes, républicains et les marmitons européistes, euroréalistes, qui nous vendent finalement le même goubi-goulba depuis maintenant 25 ans. Et on s'aperçoit que ça a des limites et que cela ne fonctionne pas. Merci Marc Mantovani. La deuxième, c'est Anna Maillard. Oui, alors je vois que le projet écologiste inspire les autres listes. Que ce soit pour l'isolation des bâtiments, les barrières écologiques, les pesticides, j'ai retrouvé ça dans les autres programmes politiques et j'en prends note. J'invite les personnes à ne pas se fier à ceux qui verdissent leur programme à l'approche des élections. Mais après, quand il s'agit de passer aux actes, il y a plus personne. Quand il s'agit de siéger au Parlement européen et de voter pour la vraie protection, l'action écologiste. Je vous invite à donner du poids aux écologistes dans ce prochain Parlement européen. Des écologistes qui, dans leur mode de travail et de fonctionnement, finissez la phrase, s'il vous plaît. Sur la collégialité et toutes les parties prenantes, pas dans l'arbitraire et de décréter. Donnez-nous les moyens de réaliser ce projet. C'est un scrutin à un seul tour. Voilà. Et c'est fini. Christophe Grudler, votre conclusion, s'il vous plaît. Écoutez, face aux grands défis du monde, il nous faut une Europe unie et solidaire. Se replier sur soi-même, c'est mourir. Donc pour cela, il faut faire bouger l'Europe pour améliorer votre quotidien. La liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau, elle additionne les compétences pour y parvenir. Donc le 26 mai, allez voter et soutenir une Europe qui vous protège. Et n'oubliez jamais que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Laurence Lyonnais, votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, alors, le 26 mai prochain, effectivement, il n'y aura qu'un seul tour. Un seul tour pour décider, pour relever la tête, pour envoyer des députés insoumises et insoumis au Parlement européen qui ne lâcheront rien devant les lobbies, qui ne changeront pas de camp, qui ne changeront pas d'avis en cours de mandat et qui se battront pied à pied pour faire sortir des dispositions des traités européens qui nous empêchent de préserver nos services publics, notre industrie. Et puis, il n'y aura qu'un seul tour aussi pour décider que Emmanuel Macron et sa liste ne sortiront pas en tête de cette élection européenne. Ce serait vraiment absolument contraire à tous les signaux qu'envoient les Français et les Françaises depuis plusieurs mois dans leur colère. Et pour décider aussi qu'un autre avenir en commun est possible en Europe, écologique, social et démocratique. Merci. C'est au tour de Didier Klein de conclure. Donc la liste Les Européens, qui veut développer l'Europe en ayant déjà vu ce qui ne marche pas bien, en essayant de l'améliorer, et vraiment avec une volonté, et j'invite vraiment tous les électeurs, il faut qu'ils soient nombreux pour montrer que l'Europe représente encore quelque chose pour la France, parce que c'est pour moi un point essentiel, et donc et permettre ainsi, on va dire, à cette Europe que nous construisons ensemble, que de se développer et on va dire d'apporter au monde industriel européen, aux habitants de cette grande Europe, tous les bienfaits qu'elle peut apporter. Et bien sûr, en étant, encore une fois, europhile, mais pas eurobéa, en étant attentif. Merci Didier Klein. Jacques Riccardetti, vous êtes le dernier à conclure. Merci. Donc voilà, ce sera très très clair. Le 26 mai, ce sera les mondialistes ou la nation qui protège. Le vrai débat, c'est celui-ci, c'est la nation. Et c'est la nation qui peut nous protéger, qui peut conserver nos services publics. Nous ne sommes pas seuls en Europe. Nous avons tout un tas de coalitions dans d'autres pays qui nous défendent et qui défendent cette idée de nation. Nous sommes aujourd'hui très clairement la nouveauté, la voix de la jeunesse, avec Jordan Bardella et... nous faut absolument arriver en tête aussi au premier tour, parce qu'il n'y en aura qu'un seul face à Emmanuel Macron, parce qu'évidemment, c'est donner un quitus à sa politique si évidemment il arrivait en tête.
Merci beaucoup. Merci à tous les 6 d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle que d'autres débats auront lieu sur votre chaîne régionale avec d'autres candidats, d'autres formations politiques. Nous allons donner la parole à un maximum de représentants dans le respect des règles qui nous sont imposées par le CSA, à savoir l'équité des temps de parole. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, votre flash d'information régionale, puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit ce midi un candidat tête de liste aux élections européennes, Jordan Bardella du Rassemblement national. Profitez bien de votre dimanche. À bientôt.